Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la domotique actuelle, une innovation pour le secteur du handicap, avec la participation de Julien Desmeilleurs et Julien Cancel. Donc on va d'abord se présenter et puis ensuite on va commencer par la présentation du diapositive. Donc Julien Desmeilleurs, je te laisse te Bonjour à présenter. tous. Donc, du coup, je suis Julien Demeyer de la société Meyerdom qui est spécialisée dans tout ce qui est adaptation du domicile via les outils domotiques sans fil principalement. Donc, je vais revenir un petit peu plus loin sur ce que propose Meyerdom et avec quel outil et comment on fait tout ça. Voilà. Alors moi, Julien Cancel, je suis ergothérapeute chargé de mission numérique adaptée pour une association donc, du secteur médico-social qui accompagne donc, les personnes, enfants et adultes en situation de dépendance voilà, à côté d'Orléans, dans le Loiret. Donc, et moi-même, Bruno, donc j'ai eu l'occasion de participer au précédent webinaire. Donc, je suis technicien chez Domadou et Smart Home Europe. Donc, Domadou, boutique pour les particuliers. Donc, vous retrouverez différents dispositifs domotiques. Et Smart Home Europe, vous retrouvez grosso modo la même gamme, mais dédiée pour le professionnel. Donc, on va pouvoir commencer avec ce diapositive. Donc, Julien, je vais te laisser la parole. Oui. Ouais. Alors. Donc du coup, l'état des lieux de la domotique dans le secteur du handicap. Euh, on va avoir la place de la domotique dans le secteur du handicap aujourd'hui et avant. On va vous faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se faisait comme solution dans le passé et ce qu'on utilise maintenant et ce qu'on essaie de mettre en avant. Et tout ce qui va être nouvelles innovations sur ce monde du handicap avec et toutes les technologies modernes du grand public. C'est surtout sur ça qu'on va faire comment dire, le point. Et en essayant vraiment d'avoir une idée de la place de la domotique dans le secteur du handicap et de pouvoir un peu voir où les technologies se situent, quoi. Donc juste un tout petit mot par rapport à l'association des PEP 45. Donc on a 4 ans de recul sur l'utilisation de ces technologies au sein donc du secteur médico-social avec la création donc cette année d'un service dédié à l'accompagnement du secteur pour utiliser les technologies numériques. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe dans le secteur médico-social et donc nous on va créer un service dédié à ça. Un prérequis sur la domotique en lien avec le handicap. Donc, c'est pas nouveau, ça date. Donc voilà, ça fait 50 ans qu'il y a de la domotique en lien avec le handicap, mais il faut bien comprendre qu'on était un petit peu dans deux mondes différents jusqu'à il y a pas très très longtemps, où on employait notamment le mot de téléthèse. Julien, tu reviendras, je pense, dessus. Et puis la notion de contrôle d'environnement pour simplement décrire un moyen d'accéder à la domotique. On était vraiment sur une notion bien particulière qui faisait que jusqu'à il y a 10-15 ans, c'était vraiment des entreprises spécialisées dans la domotique du secteur qui pouvaient répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. De plus en plus, avec les nouveaux produits qui arrivent, la technologie sans fil dont Julien parlera tout à l'heure, on est de plus en plus concernés, nous, secteur du handicap, parce que les entreprises grand public peuvent proposer, en fait. Voilà, donc quand on parle de handicap, on parle aussi bien de domicile que d'établissements, que de services qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans les soins. Voilà, ça englobe vraiment tout le secteur. Avant d'enchaîner vraiment sur le côté technique pur, peut-être comprendre un petit peu le contexte médico-social et pour situer la domotique à l'intérieur de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. La politique actuelle, c'est il faut accompagner les personnes en dehors des établissements. Il faut sortir des établissements. Le but, c'est d'être chez soi. Et les personnes sont très demandeuses de ça, de pouvoir vivre à domicile. Mais tout ça, c'est dans un contexte économique tendu où on a peu de moyens, nouveaux en tout cas.
Et c'est là qu'arrive finalement le développement des outils numériques et donc de la domotique, avec des recommandations des ministères, avec une loi qui vraiment est venue dans le secteur du handicap accélérer l'utilisation de ces technologies, qui est la loi du 28 décembre 2015. On est vraiment poussé par les pouvoirs publics à utiliser la domotique, à utiliser les technologies numériques. Mais on va voir que ça, c'est la théorie. Après, la pratique est un peu plus compliquée. Il y a 69% des associations du secteur sanitaire qui estiment que leurs pratiques ont été transformées avec l'utilisation des nouvelles technologies, des outils numériques en général. C'est énorme, mais en même temps, il y a une méfiance des professionnels face à ces technologies parce qu'on est dans un secteur où on est, entre guillemets, évalué sur la qualité des relations humaines. On ne veut pas que les gens soient isolés, il faut qu'il y ait un réseau social autour de ces gens. Sauf que pour ça, il faut communiquer. Et il y a un risque de moins communiquer quand on utilise les nouvelles technologies. Je donnais tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui cherche son chemin dans la rue. Il utilise un GPS. Aujourd'hui, il ne demande plus son chemin. Avant, il demandait son chemin. Donc, on a tendance quand même à s'isoler. Et ça, c'est un vrai risque par rapport à des personnes qui ont des difficultés relationnelles. Ça peut accentuer encore plus leurs difficultés. Donc, il faut être vigilant à ça. Mais on est donc dans un paradoxe parce qu'il faut être vigilant à ça, mais en même temps, on a les autorités et puis les pratiques qui nous montrent que les objets connectés, c'est un vrai plus pour les accompagnements qu'on propose. C'est un moyen spécifique de prévention adapté. C'est vraiment quelque chose qui peut être positif, mais en même temps avec vraiment un point de vigilance. Donc, on est dans un paradoxe qui explique que la domotique n'est pas encore utilisée partout dans le secteur du handicap, à mon avis. Donc, pour sortir de ce paradoxe, moi, je pense que la domotique peut vraiment être un outil intéressant pour le secteur du handicap pour sortir donc de ce paradoxe. Sauf que ça représente une innovation parce que c'est un changement de pratique, c'est un changement on va le détailler, de façon d'aborder les gens. Et donc, comme toute innovation, il y a différentes phases dans la mise en place d'une innovation. Et avec la domotique, on se situe vraiment dans la phase de lancement. Donc, on est au début, ça commence à monter, mais on n'est pas encore sur une pratique totalement répandue. Voilà, on est vraiment au départ. Donc, pourquoi on est au départ? Parce que un peu ce que j'expliquais, c'est-à-dire que tout ce qui est dans le social, on a vraiment besoin de liens, de parler, de relations et de maîtriser en fait la relation. Et on a l'impression qu'avec ces technologies de domotique numérique, on va plus maîtriser ce qui se passe. Or, c'est bien sûr faux parce qu'il y a forcément de l'humain derrière toutes ces technologies. C'est simplement que la réalité du terrain fait qu'il y a une méfiance. Et nous, sur le terrain, on est obligé de prendre en compte cette méfiance pour installer de la domotique. On ne peut pas parler que de technique avec les personnes en situation de handicap ou les aidants. On est obligé de prendre en compte leur perception de la domotique. Et ça, c'est une réalité qui est, je pense, importante à prendre en compte. Voilà. En termes de besoins, ça, c'était vraiment pour situer la domotique dans on va dire, le secteur actuel du handicap. Mais bien sûr que pour l'aider à se développer dans le secteur, il va falloir montrer que la domotique répond à un certain nombre de besoins. Les besoins des personnes à domicile, en établissement. Donc, quand je dis établissement, c'est un peu comme une maison de retraite ou pour personnes adultes handicapées. Hein, c'est un lieu de vie. Aussi, la domotique pour faire du lien entre les domiciles et ces lieux de vie. Il faut aussi que la domotique puisse être utile à tout type de handicap et il faut que ce soit utile aux aidants et aux professionnels. Donc, c'est quand même des besoins assez larges. Globalement, ça doit apporter trois choses. Ça doit apporter plus d'autonomie, on parlera d'indépendance également. Donc là, c'est avec une action volontaire de la part des personnes en situation de handicap, c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire, voilà, on va voir avec Julien tous les matériels qui existent pour ouvrir les volets, voilà, gérer son environnement, à la voix, par téléphone, voilà. Premier gros point. Deuxième gros point, il faut que la domotique nous offre un environnement adaptable et flexible. On a besoin d'accompagner les pertes d'autonomie. On a besoin que la domotique nous permette de dire aujourd'hui,
je sais utiliser ma main droite. Voilà. Demain, je ne saurais peut-être plus le faire parce que j'ai une maladie qui évolue. Il faut qu'avec mes yeux, demain, je puisse faire la même chose que ce que je faisais avec ma main droite dans mon environnement. Il faut que ce soit vraiment flexible. Et puis, donc ça, c'est vraiment pour l'individu. Et puis, si on se déplace un peu sur le secteur, il faut qu'on puisse se dire, l'investissement que je vais réaliser, moi, dans mon établissement, dans une chambre, il faut que je puisse le transposer dans une autre chambre sans avoir de travaux à faire. Sinon, le prix va nous permettre d'investir dans 3 chambres, mais elles seront figées. Ce sera 3 chambres isolées. Donc, nous, on a vraiment besoin de pouvoir avoir une flexibilité dans les installations parce que les gens bougent, hein, ils déménagent, ils changent de chambre, etc. Et ensuite, on a donc tout ce qui est sécurité, confort. Là, ce n'est pas forcément une action volontaire des personnes en situation de handicap, mais on va être sur des automatisations, par exemple, pour détecter des chutes, détecter les fugues, les errances, être alerté voilà, quand quelqu'un passe une porte, et aussi tout ce qui est en lien avec les objets de la santé connectée. On a vraiment besoin d'une interopérabilité entre les différents systèmes, de façon à ce qu'un objet qui va détecter mon rythme cardiaque puisse alerter mon aidant, mais aussi, pourquoi pas, me réveiller, allumer mes ampoules, etc. Donc, on a vraiment ces trois points. Je te laisse la parole, Julien. Ouais. Donc, du coup, comme je vais rebondir sur un petit peu ce que vous a présenté Julien, comment aujourd'hui, au sein de Meilleur-Dom, on arrive à répondre à ces problématiques de terrain et de domotique. Alors, je reprends la main. Tac, là. Donc, pour vous faire un petit résumé des principales demandes dans le secteur, la demande numéro 1 va tourner autour de tout ce qui va être ouverture de porte, gestion des serrures. Je contrôle. Je crois qu'on a perdu Julien. Alors, juste un petit instant, je vais essayer d'arrêter la vidéo, voir s'il peut se reconnecter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est peut-être le moment. On va voir si Julien Desmeilleurs récupère la vidéo. Le voilà. Ah, voilà. Petite coupure, désolé. Donc, je disais, voilà, tout ce qui est fonction multimédia, tout ce qui est autour de la télévision. Ensuite, tout ce qui va être allumé, la lumière, éteindre la lumière, gérer son chauffage, gérer ce volet, etc. C'est un petit peu l'ordre des priorités quand on est contacté pour des demandes autour de l'accessibilité. Alors, hop. Ah, j'ai plus l'accès. On va le contrôle à distance. Voilà. Hop, là, j'ai été trop vite. Donc, du coup, pour faire un petit lien avec ce que disait Julien tout à l'heure, les anciens systèmes domotiques étaient principalement installés directement sur le fauteuil roulant. Ils ont souvent été développés par des fabricants directement de fauteuils roulants. Donc, ça a été sous forme d'un écran, comme vous en avez l'illustration sur cette diapo, qui était intégré au fauteuil. Donc, je retrouvais les fonctions de marche-arrêt, d'avancer, reculer mon fauteuil, mais en même temps, j'avais des commandes basiques pour contrôler mon environnement, tout ce qui était motorisation de porte, gérer mon multimédia, etc. Ces anciens systèmes étaient en infrarouge principalement. Après, c'est des systèmes qui ont quand même quelques années. Donc, c'était une des seules technologies à l'époque qu'on va appeler sans fil. En face, on avait souvent des systèmes KNX, donc avec des cellules infrarouges qui étaient disposées dans chaque caisse. Donc, ça voulait dire des travaux.
câbler le logement. Donc, si c'était du neuf, il y a peu de contraintes, on peut le prévoir à l'avance. Il y a un surcoût, mais c'est gérable. Mais souvent, dans le domaine du handicap, on est contacté, la maison est déjà là, l'appartement est là. Souvent, on est en location, c'est un bailleur social ou privé. Donc, c'est vite compliqué de faire des travaux, de tout refaire. Et surtout, même si à la rigueur, on avait l'autorisation et le financement, c'était un investissement entre guillemets à fond perdu. Demain, je déménage. Ma solution domotique reste dans les murs parce que le coût de dépose et repose du système est équivalent à un système neuf. Voilà, donc ça, c'était la principale contrainte autour de l'installation, du temps d'installation, du coût d'installation. Et après, on est sur de l'infrarouge, donc c'est une technologie qui est, on va dire, lumineuse, donc elle est soumise à toutes les contraintes du soleil. Si je suis dans ma chambre et que j'ai pas de récepteur dans ma chambre, si je veux ouvrir ma porte d'entrée, ça traverse pas les murs, etc. Donc ça, c'était les anciens systèmes principalement intégrés au fauteuil. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des systèmes qui sont sans fil avec des technologies radio et surtout, on va pouvoir utiliser des technologies grand public. Donc ça va faire diminuer le coût nettement parce que les systèmes embarqués au fauteuil, comme je vous ai expliqué, ils étaient fabriqués par des fabricants de fauteuils. Donc avec entre guillemets un marché restreint sur la quantité, sur la fabrication. Donc, du coup, un coût qui reste assez élevé parce qu'il y a un petit public. Le fait de partir sur un système domotique grand public, avec les volumes du grand public, fait que le coût a nettement baissé. Et surtout, on va pouvoir utiliser tout ce qui est technologie moderne, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, le Z-Web, enfin, toutes les technologies radio qui existent aujourd'hui dans le monde de la domotique pour gérer son habitat. Donc, gain de coût, gain de temps d'installation, très peu de travaux, voire pas du tout. Une ampoule connectée, une prise connectée, ça s'installe en 2 minutes. Il n'y a pas de travaux à faire. Et après, à la rigueur, il y a quelques travaux si on va motoriser une porte pour installer un moteur de porte, etc. Donc, cette bascule sur le monde sans fil radio avec les box domotiques, c'était un gros pas et surtout une flexibilité pour les applications futures. Donc effectivement, il existe plusieurs box domotiques sur le marché pour pouvoir interfacer les dispositifs, notamment de grandes marques. Mais l'une des box domotiques, en fait, ce qui est le plus intéressante dans cet environnement, c'est une box domotique telle que JDOM. Pourquoi? Parce qu'elle présente plusieurs avantages qui sont intéressants et à prendre en compte. Le premier avantage, c'est que les données sensibles sont conservées en local. Donc tout d'abord, il n'y a pas de données qui sont stockées sur Internet, donc ça peut être intéressant. C'est pour ça que JDOM a notamment été utilisé dans les projets chez Corian pour les personnes âgées notamment. Donc on voulait conserver les données uniquement locales. Donc son deuxième avantage, c'est qu'elle fonctionne sans connexion Internet. Donc vous n'avez pas de dépendance d'Internet, donc c'est intéressant d'avoir un système qui est fonctionnel même si on coupe la connexion ou même si on perd cette connexion tout simplement. Ensuite, on peut tout de même avoir un accès à distance sécurisé via un VPN. Donc là, on n'a pas de souci, on pourra quand même accéder à distance pour pouvoir visualiser des informations ou pouvoir gérer certains éléments. Autre avantage également, c'est qu'on va pouvoir fiabiliser l'installation avec, par exemple, l'utilisation de la 4G. Donc, par exemple, si JDOM, si la coupure Internet se produit et que JDOM a un ongle 4G branché, on peut très bien quand même piloter la box et avoir les informations à distance via la connexion 4G. De même, lors d'une coupure de courant, si on a un onduleur en place, on va pouvoir continuer à avoir l'installation fonctionnelle et pouvoir intervenir les prochaines heures. Un autre avantage, c'est que JDOM n'utilise pas l'abonnement. Donc, certains systèmes, ce n'est pas toujours le cas, mais pour certains, on peut avoir à faire un abonnement. Et c'est vrai que sur la durée, ça peut vite devenir une contrainte. Donc là, ce n'est pas le cas. On a une interface qui est totalement gratuite. Donc ensuite, un autre avantage également, c'est le côté multiprotocole, puisque dans la domotique, les technologies évoluent rapidement. Ce qui existait il y a 10 ans n'existe plus forcément aujourd'hui. Et puis demain, on va peut-être avoir des nouvelles technologies qui vont s'imposer. Peut-être que ce sera le Zigbee, peut-être que ce sera le Bluetooth ou tout simplement le Z-Wave. Donc le fait que JDOM soit multiprotocole permettra aussi d'avoir une installation, par exemple, qui soit évolutive dans le temps. Donc ensuite, il y a un market de plugins. La plupart des plugins sont gratuits, donc ils vont pouvoir faciliter l'installation dans un environnement.
Et pour certains qui sont payants, en général, c'est entre 4 et 10 euros. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est inaccessible en termes de prix. Et enfin, l'avantage d'avoir une solution comme JDOM est une forte communauté d'utilisateurs et d'installateurs en France. Donc, par exemple, Julien, qui est ici présent, peut, par exemple, réaliser ce type d'installation puisqu'il connaît bien la solution en question. C'est ça. Donc, du coup, comme l'a dit Bruno, au sein de Meilleur-Dôme, j'utilise 99% du temps la solution JDOM depuis maintenant quasiment 4-5 ans, parce que voilà, le monde du handicap impose, entre guillemets, un système qui ne doit pas être dépendant d'un cloud. Pour X raisons, on fait des travaux dans la rue, on est à une coupure Internet, on a des fonctions qui sont vitales, qui aujourd'hui, pour monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets, perdre le confort de sa domotique, ça peut se concevoir. Mais si sur mon système domotique adapté, j'ai un appel d'urgence, j'ai quelque chose qui gère automatiquement ma serrure, par exemple, le matin pour autoriser les aidants à rentrer, sortir de mon habitat, tout en garantissant une sécurité, ça doit fonctionner H24. Donc, la solution telle qu'elle correspond 100% à ce besoin. Du coup, après, on va retrouver tout ce qui va être périphérique. L'avantage toujours d'être sur le monde du grand public, c'est qu'on va retrouver une gamme qui est beaucoup plus importante qu'à l'époque des systèmes relativement fermés de téléthèse. Je vais avoir toute la gamme de périphériques Z-Wave, du Bluetooth. Le Bluetooth en ce moment devient de plus en plus présent sur le marché des outils domotiques, mais ça ne veut pas dire que non plus je me ferme à tout ce qui va être ancien, entre guillemets. Ancien protocole, le KNX, on le rencontre encore sur des anciennes installations, même sur des nouveaux projets de bâtiments, quand il y a par exemple une GTB à réaliser, des choses comme ça. L'avantage d'avoir une solution qui est multi-protocole, c'est que je vais pouvoir gérer du KNX, gérer de l'infrarouge, gérer du SOMFI, du Z-Wave, etc. Et le cœur de tout ça, le cerveau de tout ça, ça sera ma box domotique. Donc, une fois que j'ai réalisé, on va dire, l'équipement, le diagnostic du besoin à domicile en termes de pilotage de mon habitat, je vais me focaliser sur comment accéder. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a vu en fait tous les produits que je vous ai présentés, ça vient du monde grand public. Donc, on est sur une solution, on va dire, classique. Alors, hop, je vais passer à la suivante. Donc, effectivement, comme le disait Julien, vous allez pouvoir soit reprendre l'installation existante, soit également faire évoluer l'installation ou commencer de zéro. Avec des périphériques sans fil, l'avantage, il y a plusieurs avantages, pardon. Premièrement, ça va être l'évolution de l'installation au fil du temps. Donc, comme je le disais précédemment, avec des dispositifs sans fil, on va pouvoir suivre, et une box compatible avec différents protocoles, on va pouvoir suivre l'évolution des technologies et pouvoir adapter au fil du temps en ajoutant des dispositifs selon la demande. Contrairement à une installation type KNX qui était plus contraignante, donc il fallait vraiment définir les besoins dès le début et après c'était plus compliqué à changer en cours de route. Ensuite, le deuxième avantage des périphériques sans fil, c'est le câblage en quelques minutes. Donc quand c'est des capteurs, parfois ça va être un sticker double face, un adhésif double face, ou alors ça va être une simple vis donc pour pouvoir visser le dispositif, le capteur. Quand ça va être un micro-module, ça va être généralement derrière un interrupteur existant. Donc voilà, ça va se faire en 5-10 minutes. Ensuite, concernant les technologies comme le Zigbee, le Z-Wave ou le Bluetooth, c'est adopté par des milliers de marques. Donc, on va pouvoir personnaliser au maximum son installation. Donc, si le client a un besoin spécifique, en général, on arrive à trouver le bon compromis. Autre avantage également, c'est le prix moyen d'un dispositif. Alors aujourd'hui, avec des technologies comme le Zigbee, on retrouve facilement des dispositifs à 10 euros, même moins, pour des ampoules connectées, par exemple. Et la tranche moyenne est entre 10 et 60 euros, donc ce qui est relativement accessible pour aujourd'hui mettre en place de la domotique. Ensuite, un autre avantage, c'est la possibilité de migrer facilement son installation. Donc, comme on le mentionnait, aujourd'hui, pour installer des micromodules, si la personne souhaite par exemple déménager, on va tout simplement pouvoir migrer toute l'installation sans vraiment de contraintes, si ce n'est décabler en quelques minutes les micromodules et retirer les capteurs présents. Et enfin, si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est par exemple par rapport aux aides que les personnes à domicile vont pouvoir obtenir, donc de l'État, ce qu'on appelle les MDPH. Il y a un montant qui est attribué tous les 10 ans, par exemple, pour l'aménagement du domicile. Je crois que c'est 10 000 euros tous les 10 ans qui est attribué pour l'aménagement du domicile. Mais si je déménage, ces 10 000 euros, ils m'ont déjà été attribués si j'ai eu besoin d'une installation. Donc là, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir être libre dans ses choix de vie en conservant son installation. Voilà.
Donc, un dernier avantage que je pourrais mentionner aujourd'hui, c'est le fait que ce sont des technologies non dépendantes d'Internet. C'est des technologies propres de domotique. Donc, on va pouvoir l'utiliser localement sans avoir de connexion Internet si on ne le souhaite pas. Alors, au niveau du fonctionnement, on va avoir trois types de fonctionnement. Alors, pour faire le parallèle avec les anciens systèmes, on avait principalement la commande on-off, allumer, éteindre une lumière. À la rigueur, on pouvait un petit peu faire ce qu'on appelait des macros, des scénarios. Je groupe plusieurs commandes les unes derrière les autres avec une seule action au fauteuil, par exemple. Aujourd'hui, avec le système domotique, enfin, de box domotique derrière, on va pouvoir avoir garder notre commande traditionnelle de on-off, créer des scénarios en fonction de différents éléments dans la maison et aussi des automatismes. Pouvoir, par exemple, que, comme je le disais tout à l'heure, tous les matins, de 8h à 8h, ma serrure va se déverrouiller toute seule parce que j'ai l'infirmière qui vient. À 9h, elle va se reverrouiller ou à 22h, par exemple, au moment du coucher, pour être sûr que la maison soit en sécurité, on va pouvoir automatiser tout ça. Et après, on va pouvoir faire tout ce qui est scénario. Une commande groupée, par exemple, qui va fermer tous les volets de la maison au moment du coucher, plutôt que passer dans chaque chambre ou sur mon interface, aller appuyer sur chacun de mes volets. Je vais grouper ça avec un interrupteur sans fil, sans pile, qui va être placé près de mon lit, par exemple. Donc, c'est des gros avantages. En fait, c'est la flexibilité que va permettre la solution domotique. Donc après, on va avoir tout ce qui est moyens de contrôle. Comme je vous ai dit, jusqu'à maintenant, on est sur une domotique grand public avec l'accessibilité du grand public. Donc l'idée, c'est de proposer aujourd'hui une solution qui soit quand même compatible avec les anciens systèmes, donc les anciens systèmes infrarouges. Donc on a des moyens via des passerelles de récupérer un code infrarouge d'un système type téléthèse et de pouvoir gérer quelque chose sur la domotique en radio avec du Zigbee, du Bluetooth, etc. La box domotique va faire le hub et va convertir entre guillemets cette information infrarouge vers la technologie radio qu'on aura choisie. C'est important parce qu'aujourd'hui, Julien tout à l'heure parlait des enveloppes allouées par la MDPH pour les financements de l'adaptation à domicile. Sur le fauteuil, c'est un petit peu pareil. Un fauteuil en moyenne est renouvelé tous les 5 ans en moyenne. Donc ça veut dire que demain, vous arrivez chez un bénéficiaire qui a un fauteuil électrique, qui a déjà pris une option infrarouge sur son fauteuil. Pendant 5 ans, on ne va pas lui dire non, on ne va pas t'installer de domotique parce que tu as un ancien système, c'est infrarouge, c'est contraignant, nous on ne fait pas ça. L'idée, c'est de pouvoir se dire aujourd'hui, on va installer une box domotique. Tu vas la piloter en infrarouge avec les contraintes qu'a l'infrarouge. Mais par contre, demain, quand tu vas basculer sur un smartphone ou un autre outil, entre guillemets, numérique, ton installation, on aura juste à la migrer, entre guillemets, l'accès sur ton smartphone, sur ton ordinateur, sur ton moyen d'accès numérique. Et ton ancien système, on le met de côté, etc. Donc, ça veut dire on ne ralentit pas un projet parce qu'on est sur un ancien système. Donc, la rétrocompatibilité est vraiment importante. Après, au niveau des moyens d'accès, on va avoir tout ce qui est app mobile. Aujourd'hui, 90% des installations sont faites à base d'applications mobiles sur Android, sur iOS. Après, on verra comment donner accès, si j'ai plus l'accès en mode tactile à ces applications. Et après, on va voir tout ce qui va être outils de communication. Donc, c'est des ordinateurs à la base qui sont faits pour aider à la communication sur des personnes qui ont perdu cet usage justement de la communication, qui est accessible via, par exemple, la poursuite oculaire. Donc, la poursuite oculaire, c'est un système, c'est la petite barrette que vous voyez sur le deuxième écran au milieu. Qui va analyser le regard de l'utilisateur et en fonction de où va pointer le regard, va orienter une souris, la souris de l'ordinateur, et va pouvoir gérer la domotique. Donc, on a tout un panel d'accès numérique aujourd'hui à cette domotique. Donc, après, c'est comment donner l'accès malgré les différentes pathologies. L'accès tactile, aujourd'hui, c'est quand même encore 80-90% de l'accès qu'on va avoir sur la tablette ou le smartphone dans lequel j'aurai mon application domotique. En fait, cet accès, s'il n'est pas possible, entre guillemets, en basique, comme nous, on le fait en tant que valide, on va avoir des systèmes. Hop, là, on est passé à la suivante. Je reviens en arrière. Dans l'autre sens, voilà. On va avoir des systèmes de support qu'on va pouvoir installer au fauteuil, au lit, qui vont permettre de positionner en fait le smartphone, la tablette au bon endroit. C'est-à-dire que même si j'ai un geste très réduit avec ma main, en positionnant peut-être plus haut près de mon épaule ou des choses comme ça,
le smartphone ou la tablette, je vais pouvoir garder mon accès tactile, qui est un accès qui est quand même un des accès les plus rapides au smartphone, c'est le tactile. Il est fait pour ça. Donc, tant qu'on peut favoriser, mettre en place des aides techniques telles que des bras ou des stylets buccaux, comme vous voyez sur les images, on va mettre ça en place pour garder cette accessibilité sur l'outil domotique. Voilà. Ensuite, si toutefois on n'a plus, alors sur une pathologie qui va évoluer ou quelqu'un qui n'aurait plus l'accès en mode tactile malgré les aides techniques qu'on peut mettre en place sur le fauteuil ou au lit ou dans les situations dont on a besoin, aujourd'hui les fauteuils intègrent des systèmes Bluetooth. Le même principe que votre souris d'ordinateur qui est connectée en Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Le fauteuil va se connecter sur le smartphone. Je vais avoir un pointeur de souris qui va apparaître sur l'écran de mon téléphone ou de ma tablette et je vais pouvoir gérer mon application domotique. Alors, toutes mes applications, mon smartphone en intégralité, mais là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'application domotique. Et à ce moment-là, je vais pouvoir gérer ma porte, mon ventilateur, ma lumière, ma télévision, enfin, tous les éléments qui seront communiquant sur mon système domotique. Donc, depuis le fauteuil électrique. Donc, ça, c'est le troisième accès. Hop, alors, voilà. Et ensuite, on va avoir un système au contacteur. Alors, le système au contacteur, c'est quoi? Aujourd'hui, les fabricants de smartphones, Apple, Android, etc., ont des fonctionnalités d'accessibilité intégrées dedans. Hop, là, je viens. Donc, le mode d'accessibilité au contacteur, le contrôle de sélection, en fait, si vous voulez, vous allez avoir un petit curseur. Là, on voit le petit carré bleu, bleu sur le smartphone Android. C'est un petit carré qui va défiler automatiquement et que je vais piloter avec un seul bouton. Un bouton, ça peut être un petit contacteur comme ça. Ce contacteur-là, il en existe de toutes sortes. Je vais pouvoir venir l'impacter avec ma main. Ça peut être posé sur mon fauteuil, ça peut être posé sur le garde-corps de mon lit, ça peut être près de ma tête, etc. Ce moyen d'accès-là, alors c'est assez long et fastidieux, mais c'est fonctionnel. C'est souvent le dernier accès qui fonctionne et je vais pouvoir accéder en défilement. Donc, je vais avoir la case bleue qui va apparaître sur l'écran de mon téléphone. Ça va défiler d'application en application. Quand je suis sur l'application que je souhaite utiliser, je vais cliquer sur mon contacteur à nouveau. Ça va rentrer dans l'application et ça va me donner un accès à toutes les applications de mon téléphone, dont la domotique. Et donc, ça peut être installé au fauteuil, ça peut être installé au lit, etc. Il existe toute une gamme de contacteurs, par exemple, comme celui-ci. Donc là, le premier que je vous ai montré, comme on a la photo, c'est un contacteur qui est très solide. On peut taper dessus, ça ne craint rien, etc. Mais ça demande une force pour appuyer dessus. Mais après, il y a certaines pathologies, comme par exemple la myopathie, qui ont énormément de faiblesse au niveau de la force d'appui sur différents moyens d'accès. Ce petit contacteur-là, que vous voyez, qui est assez petit, etc., il a un tout petit débattement de quelques millimètres et surtout, il a à peine 10 grammes de pression. Donc, ça peut être installé au bout d'un flexible près de la tête pour venir gérer mon smartphone. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la domotique sans fil a enlevé toutes les contraintes de coût, enfin une partie des contraintes de coût, de travaux, etc. Donc, on est sur du grand public. Et en fait, ce qui va être important, c'est de se trouver le moyen d'accès. Aujourd'hui, j'ai une pathologie qui évolue, par exemple. Je vais commencer en tactile sur mon smartphone. Demain, ça va évoluer. Je perds l'accès en tactile. Je peux passer au joystick de mon fauteuil, etc. Puis au contacteur. Alors que ma domotique en soi n'aura jamais évolué parce que gérer ma lumière, etc., ça sera toujours le même micro-module, la même box domotique, etc. C'est uniquement le moyen d'accès qui va changer en fonction d'une évolution de pathologie et des différentes pathologies qu'on va rencontrer. Hop là. Donc ça, toc. Alors. Et après, donc, par rapport à tout ça, on a aussi maintenant, vu qu'on est sur des systèmes grand public, on va pouvoir profiter des nouveaux accès vocaux. Tout ce qui va être Alexa, Google Home, Siri, etc. Va faciliter la vie, mais comme pas possible des utilisateurs, en gain de temps et de flexibilité d'utilisation. L'exemple que je prends toujours, c'est la gestion de ma porte d'entrée. Je suis en fauteuil électrique, je suis dans mon domicile, je veux sortir, faire une balade, etc. Avec l'ancien système, comme je vous ai montré des téléthèses, en gros, j'étais sur mon fauteuil, j'avance, j'arrive devant ma porte, je dois changer le visuel sur mon écran de fauteuil, aller sur le visuel de la domotique, je sélectionne ma porte, je clique, ça ouvre ma porte, je retourne sur le mode conduite, je sors de mon logement, la porte se referme automatiquement derrière moi et je pars.
Ça m'a pris 1 ou 2 minutes en fonction de la dextérité que je vais avoir à gérer mon fauteuil. Aujourd'hui, j'ai un assistant vocal chez moi. Je suis sur mon fauteuil, je décide de sortir, je me mets en mode conduite, je vais vers ma porte, je dis OK Google, ouvre la porte. Alors mon OK Google va se réveiller, bien sûr. La porte s'ouvre, je sors. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai rien touché sur mon fauteuil. Ça m'a pris moins de 10 secondes pour sortir de chez moi. Juste cette contrainte, c'est le jour et la nuit en fonction de… Voilà, c'est bon. C'est le jour et la nuit en fonction des outils de télétest qu'on avait avant et aujourd'hui. Par contre, il y a une contrainte qu'il faut en être conscient. Alors, 2 contraintes, on va dire. C'est déjà, ces assistants vocaux, ils sont cloud. Donc, ça veut dire que demain, j'ai une coupure Internet, je perds ma commande vocale. Donc, ça veut dire que je dois toujours prévoir un accès parallèle à ma domotique, le contacteur, le joystick du fauteuil, le tactile, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour que si j'ai une situation bloquante sur la commande vocale, je ne sois pas en insécurité à mon domicile. Et l'autre contrainte, c'est ça part sur du cloud, mes données partent à l'extérieur, etc. Donc, c'est l'aspect sécurité. Donc, ça, il faut en être conscient. Voilà. Mais ça apporte quand même un gros plus sur l'univers du handicap, cette accessibilité de commande vocale. Après, du coup, si je peux juste rajouter, c'est aussi en termes d'inclusion sociale où ça se joue énormément. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en fauteuil roulant va avoir besoin de la même chose que quelqu'un qui n'est pas en fauteuil roulant. Il n'y a plus de différence entre des produits spécifiques handicap ou des produits grand public. Et là, en termes d'inclusion sociale, c'est vraiment une innovation importante. Alors oui, effectivement, étant donné qu'on évoque le sujet des assistants vocaux, j'avais eu l'occasion il y a environ 2 ans d'interviewer une personne qui rédigeait, qui s'appelle Max et qui rédigeait des articles notamment pour le blog Maison et Domotique, une référence dans le milieu de la domotique. Donc en fait, Max est une personne à mobilité réduite. Donc on avait fait une interview justement pour savoir comment il utilisait la domotique au quotidien. Et à ma question, la domotique facilite-t-il ton quotidien? Sa réponse est « C'est indéniable, encore plus depuis l'arrivée des assistants vocaux type Google Home. Pouvoir ouvrir ses volets à la voix, commander ses lumières ou encore éteindre ou allumer son téléviseur à la voix est un réel confort. » Donc là, on parle vraiment d'un utilisateur au quotidien qui estime que pour lui, l'assistant vocal est vraiment un plus dans son quotidien. Moi, je le vois aujourd'hui dans les utilisateurs, dans les installations que je fais. On va dire, allez, 2 installations sur 3 est équipée maintenant avec une commande vocale. Alors, il y en a une qui ressort le plus parce qu'elle est peut-être un petit peu plus flexible au niveau de la voix, c'est le OK Google avec tout ce qui est soit directement intégré au smartphone, soit les enceintes connectées. Mais Siri fonctionne très bien. Après, l'avantage de JDOM, c'est que l'utilisateur a déjà des enceintes connectées, que ce soit Alexa, Google ou Siri. Les 3 sont compatibles avec. Donc, on est très flexible à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne va pas arriver chez l'utilisateur en lui imposant un matériel, en lui disant il a toute la gamme Alexa, il n'a pas besoin de changer de système, de prendre ses enceintes, de les mettre à la poubelle pour passer sur un autre système. On va s'adapter à son besoin. Il a déjà un smartphone, s'il répond on va dire, aux critères minimum de puissance, de fonctionnalité, etc., on va utiliser son smartphone. L'idée, c'est vraiment, voilà, il a des volets Somfy RTS, on va pouvoir reprendre ces volets Somfy RTS sans avoir à recabler, rechanger les moteurs, etc. C'est vraiment essayer de limiter au maximum on va dire l'impact au domicile quand on intervient sur la partie domotique. Donc avant de lancer la vidéo, je voulais vous décrire un exemple d'usage des assistants vocaux. Alors cette fois-ci, par exemple, on pourrait imaginer un assistant vocal indépendant d'Internet. Donc c'était le cas de Snips en collaboration par exemple avec un système comme JDOM. Donc en fait, dans le cadre d'un espace d'isolement, cette personne a un besoin de relaxation ou un besoin de défoulement. Pour éviter justement la contention, elle va pouvoir demander par la voix ce moment de relaxation ou bien ce moment de défoulement. Et en fait, l'avantage de ce type de solution, c'est que les données ne seront pas conservées sur Internet. Donc, dans des environnements où on ne souhaite pas que la donnée soit stockée sur le cloud, on va pouvoir imaginer des solutions qui sont complètement indépendantes d'Internet et qu'on pourra contrôler par la voix. Donc, une petite vidéo de démonstration. Même si on n'aura pas l'audio, je crois, aujourd'hui, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Donc là, en fait, une personne dit à la voix « OK, hey Snips,
mets-moi une ambiance relaxante. Donc, par exemple, la couleur de l'environnement de la salle peut se mettre en bleu et avoir donc un bruit, un son de vague, pardon. Et ensuite, autre contexte, la personne souhaite se défouler. Donc là, elle peut dire Hey Snip, j'ai envie de me défouler. Et là, automatiquement, on va avoir une musique rock avec une lumière rouge qui aura une ambiance complètement différente. Donc voilà, selon l'envie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile pour des personnes, par exemple, qui ont des troubles, ce qu'on appelle des troubles du spectre autistique, en gros, des personnes autistes qui peuvent avoir une sensibilité particulière à une couleur ou qui peuvent avoir une sensibilité particulière à une tonalité, des percussions, des vibrations ou autre chose. Et en fait, on peut, grâce à la domotique, aller générer un environnement sensoriel qui va après répondre à un besoin que soit la personne est elle-même en capacité d'identifier, auquel cas elle déclenche elle-même son environnement dont elle a besoin, soit détecté par les aidants familiaux ou professionnels qui, grâce à la domotique, vont en fait lancer cet environnement pour apaiser, stimuler, endormir, etc. Est-ce qu'on fait un petit débrief des questions avant de passer sur les exemples de cas pratiques et de retour Ouais, d'expérience? éventuellement, oui. Donc, je vais vous mentionner les questions. Alors, une question de Stéphane. Y a-t-il une réglementation sur le matériel proposé? Je vais donner ma vision à moi. Julien, tu complètes s'il y a besoin. Après, alors, au niveau du matériel domotique, c'est du matériel classique. Donc, du moment qui répond aux exigences françaises et européennes, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de réglementation particulière au niveau des zones, etc. Du moment qu'il est CE, on est bon là-dessus. Donc ça pour le matériel domotique. Et après pour tout ce qui est les moyens d'accès, etc., c'est le même principe. Hein, du moment qu'il répond aux directives de notre pays, de l'Europe, etc., il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. D'accord. La contrainte, c'est de bien identifier le besoin et d'arriver à répondre juste. Ensuite, nous avons une question de Romain. Donc, le contrôleur JDOM donne-t-il accès à une vision de caméra présente dans un logement pour une levée de doute à distance, par exemple? Alors oui, en général, il n'y a pas de souci avec les caméras classiques dites caméra IP. On ne va pas avoir de souci d'intégration sur JDOM. Julien Desmeilleurs, peut-être que toi, tu utilises des caméras quelquefois ou bien ce n'est pas forcément Alors, demandé dans tes projets? la caméra, c'est vite compliqué dans le domicile. Donc, souvent, c'est plutôt quand même pour visualiser les extérieurs. Après, on est amené à en installer en intérieur et on peut le visualiser sur JDOM sans problème, même faire de la détection de mouvement, des choses comme ça. Après, il faut vraiment faire le point avec l'utilisateur, les aidants, l'entourage, enfin tous les interlocuteurs, parce qu'il y a un domaine de vie privée, entre guillemets, qui va intervenir et qui est très important à prendre en compte. D'accord. Nous avons ensuite une question de Georges. Donc, OK pour la technique, mais qu'en est-il des différentes aides d'État et autres organismes? Avez-vous une liste? Les aides, il y a la MDPH, hein, bien sûr, qui est donc un organisme départemental qui évalue les situations individuelles des personnes et qui donc va attribuer différents types d'aides. Concernant la domotique, ça est considéré comme une aide d'adaptation au logement. Donc, elle rentre, tu me compléteras, Julien, mais il rentre dans l'enveloppe, je crois, hein, c'est 10 000 euros tous les 10 ans. Alors, en fait, on va pouvoir faire rentrer, entre guillemets, dans deux enveloppes. On va avoir toute la partie habitat, donc tout ce qui va être domotique, gestion des éclairages, motorisation de porte, etc., qui va rentrer dans l'enveloppe de l'habitat, qui est, qui est de 10 000 euros maximum sur 10 ans. Donc, alors, c'est pas à chaque fois, si j'amène une facture de 10 000 euros, ça va être pris en charge, voilà, c'est à une hauteur d'un pourcentage. Il y a un besoin qui est évalué. Si je mets tous les volets de la maison, alors que j'ai besoin que de celui de la pièce à vivre, de ma chambre et du bureau, je n'aurai pas forcément tout pris en charge. Donc ça, c'est l'enveloppe habitat. Et après, il va y avoir une autre enveloppe, c'est les aides techniques, celle-là qui va aider à financer les outils pour accéder à cette domotique. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, un support pour installer le smartphone au fauteuil, un contacteur, un moyen d'accès par le regard à la domotique, etc. Donc, il y a ces deux enveloppes-là et l'enveloppe des aides techniques de mémoire, elle est de, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 3 000 euros sur 5 ans, je crois, toujours avec des plafonds et des pourcentages pris en charge. Donc après, il faut se renseigner, dans tous les cas, il faut faire un dossier au niveau de la MDPH et après, ça passe en commission. Alors, c'est très long, c'est le gros inconvénient, c'est que c'est très long. En fonction des régions, ça peut mettre 3 mois jusqu'à 1 an avant que le dossier soit examiné et qu'on ait une valeur de prise en charge du dossier.
Donc ça, c'est pour la partie maison départementale du handicap, la MDPH. Mais après, alors, la partie domotique, les aides techniques, pour accéder à cette domotique-là, il n'y a pas de remboursement de sécurité sociale. Donc en théorie, il n'y a aucun moyen de financer via aussi sa mutuelle. Mais de plus en plus, moi j'ai sur des installations, des patients qui font des demandes exceptionnelles, enfin qui font un courrier à leur mutuelle et qui arrivent à avoir une petite enveloppe exceptionnelle. Des fois c'est 100 euros, des fois c'est 500 euros. Enfin, c'est très aléatoire pour financer les aides techniques à la domotique. Donc c'est vraiment au cas par cas. Après, on est sur un système qui mérite d'évoluer également parce qu'on va avoir des lignes de remboursement pour des matériels très onéreux qui vont aller faire moins de choses, par exemple, qu'un iPad ou que ce genre de tablette. Donc parfois, il faut arriver à expliquer aux Voilà, autorités parce que le la projet. MDPH, en fait, finance que des outils dédiés au handicap. Si vous arrivez dans le devis avec un iPhone ou un iPad, parce que c'est le moyen d'accès, même si c'est 3 fois moins cher que les anciens outils, que ça fait 10 fois plus de choses, c'est un outil grand public. Donc, il n'y aura aucune prise en charge dessus. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, il y a une évolution à faire. Ça va être long, mais pour prendre en compte ces nouvelles technologies-là. Donc ça, c'est les aides peut-être plus pour les particuliers. Après, si on parle de structures, hein, de services ou d'établissements, il y a pas mal de fondations qui en ce moment, financent ce genre de projet parce qu'on est beaucoup axé sur les innovations. Donc, ça peut passer dans des appels à projets. Il peut aussi y avoir des soutiens des agences régionales de santé sur des fonds un petit peu exceptionnels. Et voilà. Ensuite, nous avons une question d'Olivier. Donc, quel est le produit qui permet de récupérer de l'infrarouge RC5, RC6 et de le transcrire en IP? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai plus en tête exactement la référence, mais en gros, moi, celui que j'utilise, c'est un système qui récupère l'infrarouge et qui le transforme en commande en océan. Donc, du coup, vu que JDOM a cette technologie-là dans les protocoles, on peut rentrer en infrarouge des commandes sur JDOM. Voilà. Mais après, je te communiquerai à Bruno la référence et elle est disponible sur le shop Domadou Smart Home. Donc, voilà, on pourra vous renseigner. Alors, une question de Georges. Visiblement, il y a du matériel spécifique. En tout cas, je ne connais pas. Avez-vous des fournisseurs spécialisés pour ces outils de contrôle commande? Alors, oui, Meilleur-Dôme. Non, en fait, ces produits-là d'accès handicap sont assez, sont très peu distribués. Enfin, il y a 2, 3 distributeurs en France. C'est pas forcément des produits français, ça peut être espagnol, américain, etc. Donc, c'est vrai qu'on est peu à les distribuer. Après, je pourrais vous donner mes coordonnées pour que vous puissiez vous renseigner, etc. Mais voilà, chez Après, Meilleur-Dôme, il n'y a pas de souci. je sais pas, il y a au moins 5 ou 6 entreprises qui peuvent, voilà, qui sont compétentes, on va dire, sur le domaine. Après, c'est quand même assez compliqué d'aller trouver une entreprise qui va utiliser les nouvelles technologies domotiques vraiment au service du handicap. Ça restreint quand même considérablement le champ. On est encore trop, à mon sens, sur les anciennes technologies dédiées au handicap. Donc ensuite, une question de Marilyn. Le problème de données cloudées ne peut-il pas être contourné avec des assistants vocaux type Snips? Donc Julien, peut-être tu peux nous confirmer, suite au rachat Alors, de Sonos, ça ouais. devient plus Alors, compliqué. à l'époque, oui, en effet, Snip, c'était une alternative. Bruno a montré l'exemple qu'ils ont fait. Moi aussi, je l'ai testé de mon côté et on était prêt à intégrer cette solution-là directement au domicile. Malheureusement, enfin malheureusement, ça dépend pour qui, Snips a été racheté par Sonos et aujourd'hui, Snips, Sonos ont décidé de fermer la partie, on va dire, communautaire ouverte de l'utilisation de Snips. Donc aujourd'hui, on ne peut plus utiliser, enfin, on ne peut plus intégrer Snips dans des outils autres que les futurs peut-être produits Sonos quand ils auront sorti la techno. Donc pour le moment, malheureusement, c'est fini pour Snips. En tout cas, le potentiel est là, même si demain, ce ne sera pas la solution, donc ce ne sera pas Snips qui sera adopté. Il y aura peut-être d'autres assistants vocaux indépendants d'Internet qui pourront remplacer Snips, on l'espère, pour pouvoir justement répondre à ce besoin. Donc ensuite, nous avons une question de David. L'aide pour l'aménagement est acceptée par les MDPH pour les personnes en location ou hébergées dans un centre?
Oui, alors déjà avant même avec les anciens systèmes, c'était autorisé, mais on avait souvent la contrainte de tarif parce que par exemple le KNX impactait énormément sur le coût à cause des travaux. Aujourd'hui, ils regardent d'un très bon œil ces nouvelles technologies-là parce que, comme le disait Julien tout à l'heure, j'installe à mon domicile, je déménage, je prends et je réinstalle. Donc, c'est un investissement qui est sur le long terme. On n'est plus sur un one-shot où j'investis dans le logement, la personne déménage, c'est fini. Là, par exemple, le cas d'un étudiant qui va commencer ses études à Paris, il va avoir sa domotique, il va déménager sur Lyon pour continuer ses études, il peut emmener sa domotique avec lui. Donc, c'est bien vu au niveau des MDPH, le fait que c'est un investissement sur le long terme. Alors, ensuite, nous avons une question de Stéphane. Besoin de l'avis d'un professionnel de la santé pour Oui. l'installation de dispositifs. Alors, pour l'installation en soi, non. Pour l'accessibilité au dispositif, oui. Moi, systématiquement, il y a toujours un ergothérapeute ou une équipe qui suit la personne, qui est dans la boucle et la famille aussi, qui est dans la boucle du diagnostic, du besoin et de comment on va mettre en place les outils domotiques. C'est un C'est vrai primordial. Enfin, c'est partenariat. mon avis. Ouais, voilà. C'est un vrai partenariat entre, d'un côté, évaluer les besoins et comment la personne elle va accéder à sa domotique, et en face, quelle solution on va proposer au regard des contraintes. De toute façon, si on ne prend pas en compte cette cohérence entre tous les acteurs, la solution, elle peut être top, elle ne fonctionnera pas sur le terrain. Mais ce qui est en plus compliqué, parce que des fois, il y a des contraintes un petit peu spécifiques au champ du handicap, des contraintes vraiment qu'on ne rencontre pas ailleurs. Et s'il n'y a pas un professionnel, ça peut être un aidant familial, mais s'il n'y a pas vraiment quelqu'un ou une personne en situation de handicap, mais qui gère elle-même son quotidien, si on n'a pas ce regard-là, effectivement, ça va foirer. Alors ensuite, une question technique de Jean-Michel. Donc pour les personnes malvoyantes, trouve-t-on des serveurs vocaux, un retour sonore? Par exemple, la porte du garage est restée ouverte. Oui, alors ça, on peut le faire avec JDOM tout simplement, hein. C'est un capteur d'ouverture sur la porte du garage, un petit scénario, et derrière, si au bout de X minutes, la porte n'est pas refermée, on fait une diffusion vocale, une diffusion de notification, vibrer un téléphone, des choses comme ça. Puis on fait un rappel tant que c'est pas fait. Ça, on peut tout à fait le faire avec JDOM. L'avantage, c'est que JDOM, c'est vraiment très ouvert par rapport aux différents types de handicap. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire pour une personne déficiente visuelle, on va pouvoir le faire pour une personne avec une déficience intellectuelle, c'est-à-dire avec juste un symbole qui va clignoter, le symbole qu'elle va comprendre. Pas forcément la photo, ça ne va pas être écrit porte de garage, ça va être juste un pictogramme tout simple. Et en fait, techniquement, ça ne change rien. C'est juste après dans le moyen qu'on met à disposition où ça change. Alors ensuite, nous avons une question de Renaud Janet. Alors, sur quelles évaluations se base l'ergothérapeute pour évaluer le besoin? Sur quelles évaluations? J'imagine que tu veux parler de quel bilan, Renaud. Je pense qu'il y a différents bilans qui sont validés pour faire ça. Chaque ergo va utiliser ses outils que je n'ai pas en tête là. Ce qui est important, c'est d'avoir la vision globale, c'est de bien voir les besoins à la fois sur le domicile, mais si la personne elle va à l'école, il faut que ce soit le même outil qui réponde à l'école, il faut que ce soit le même outil qui réponde s'il y a une deuxième maison, un établissement. L'idée, c'est d'avoir un outil qui comprend l'ensemble des besoins. Alors, on va poser une dernière question et ensuite on va passer à la suite et on pourra refaire une session de questions-réponses juste à la fin. Une question de Laurent. Donc, vous évoquez la simplicité de déséquiper les équipements domotiques d'un appartement ou d'une maison d'une personne en situation de handicap. Je suis en phase avec vous. Par contre, soyons factuels en termes de coût, de par votre expérience, vu que vous l'avez forcément effectué, quel est le coût moyen constaté auprès d'un électricien de déséquiper puis de rééquiper son nouveau lieu de vie si déménagement de la personne handicapée?
Donc, est-ce que vous avez une moyenne? Est-ce que c'est déjà arrivé, Julien, d'accompagner un Oui, oui. déménagement? Alors après, va y avoir deux facteurs. C'est déjà le nombre d'équipements domotiques. S'il y a juste quelques prises, une ampoule, quelques micro-modules, ça va être 1 heure sur place pour aller déséquiper et 1 heure à nouveau pour rééquiper. Il y a l'aspect distance. Là, par exemple, j'ai eu le cas où j'ai une demande qu'il faut que je réponde d'ailleurs, que c'est un étudiant de Bordeaux qui repart sur Saint-Étienne. Donc là, l'idée, c'est pas forcément faire le déplacement, mais trouver un partenaire sur place qui pourra le faire pour Meilleur-Dôme. Meilleur-Dôme fait la dépose et le partenaire en face qui est professionnel JDOM pourra refaire l'installation sans problème. Après, c'est au cas par cas, mais ça peut être que de quelques heures de dépose-repose à après une journée si c'est une grosse installation. Donc, c'est assez variable. Ce qui est important, alors, ça peut être peut-être que dans certains cas, le coût de la repose, de la dépose-repose est égal au coût d'installation de la première installation. Mais en tout cas, la partie matérielle, l'investissement, il est sur le long terme. Le matériel il y a 4-5 ans, un micro-module éclairage se réinstallera sans problème sur une installation, même à l'autre bout du pays, sans problème. Donc, la partie matérielle, on a l'investissement sur le long terme. Après, c'est au cas par cas. Ok. On va peut-être pouvoir passer à la suite et on fera une dernière session de questions-réponses à la fin si le temps nous Ouais. permet. Ouais. Je te laisse présenter celle-là, Julien. Ouais, j'essaie juste de remettre en… Non, il ne veut pas. Ok. Alors, celle-là, là l'idée, c'est plus de vous présenter du coup les retours d'expérience. Donc, moi, ce que j'ai eu au PEP, ça, ce sont des boutons NIU que fait Nodon, qui à la base ne sont pas du tout faits pour être utilisés dans le secteur du handicap. Hein. Ils communiquent avec une appli sur smartphone. Et ce sont des petits boutons Bluetooth, du coup, que nous, on a utilisé dans une salle de bain pour une personne qui présente des troubles autistiques. Et en fait, cette personne, elle a énormément de mal dans la douche à prendre une douche parce qu'elle a également les tympans percés. Donc, évidemment, l'eau qui coule, c'est très compliqué à gérer avec donc des troubles du comportement. Et donc, ce qu'on a mis en place grâce à la domotique, c'est tout simplement une enceinte connectée dans la salle de bain avec un contrôle de cette enceinte via ces petits boutons étanches. On a mis ces petits boutons à côté de la pomme de douche. Et en fait, la personne, elle va pouvoir gérer la musique pendant la douche avec un appui tout simple sur les boutons. Ou bien c'est le professionnel qui va gérer les appuis des boutons. Depuis qu'on a fait ça, la personne a moins de difficultés à supporter la douche. Elle n'appuie pas forcément elle-même sur les boutons, mais c'est quelque chose qui améliore vraiment cet accompagnement. J'en profite juste peut-être pour compléter la réponse que j'ai fait à Renaud tout à l'heure par rapport aux évaluations sur lesquelles les ergothérapeutes se basent. Il manque, à mon avis, cruellement d'un outil transversal dans le secteur du handicap pour permettre de faire un lien entre les besoins des personnes qu'on aurait évaluées avec des outils là, strictement ergo et les outils techniques qui existent sur le marché. Et en fonction des besoins, voilà quel outil pourrait répondre. Ça, je pense que vraiment, il faut que le secteur médico-social et puis le champ du handicap aille vraiment vers cet outil-là. Donc là, c'était peut-être un mot sur ce qui manque encore dans le secteur médico-social pour vraiment faire de la domotique un levier. Les utilisations des données que la domotique génère, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que ça peut vraiment permettre de savoir les habitudes de vie de quelqu'un. De savoir, et là, à domicile, la personne elle a un rythme de vie et on a utilisé ce rythme de vie sur un mois et un jour, elle va changer de rythme de vie. Elle va se lever un petit peu plus tard, elle va pas forcément aller dans sa salle de bain, elle va plus ouvrir ses volets, elle va finir par plus ouvrir son frigo, etc., etc. Et là, on peut être sur une alerte, simplement une alerte. C'est pas du flicage, c'est pas du c'est une alerte sur le fait de dire attention, cette personne elle glisse, elle est peut-être en train de s'isoler, il y a peut-être quelque chose à aller discuter avec elle. Voilà. De toute façon, l'utilisation des données, elle est encadrée par différentes lois. Il faut savoir que les données qui sont générées en termes de données de santé ou de données d'habitude de vie
sont utilisables dans le strict respect de la nécessité de service. C'est-à-dire que quand ça permet d'accompagner une personne, on peut utiliser ces données, d'accord, quand c'est nécessaire. En dehors, on n'a absolument pas à le faire. Donc voilà, ces données pour le domicile, ça donne ça. Pour les structures, ça peut être quand on met un outil en place avec quelqu'un qui peut être lourdement handicapé, on ne sait pas forcément comment il l'utilise parce qu'on n'a pas forcément le retour de ce qu'il fait. On n'est pas forcément dans la pièce. Et en fait, on peut avoir un historique de tout ce qu'il a actionné. Et on peut comme ça arriver à déterminer qu'une personne très lourdement handicapée, si elle a 2 boutons, eh ben, elle va plus appuyer sur le bouton qui va gérer la télé plutôt que le bouton qui va gérer la radio. Et on peut comme ça aller lui proposer plutôt peut-être des temps avec la télé comme activité. Alors, ce n'est pas pour regarder la télé en étant passif devant. Hein. On met la télé au centre de l'activité plutôt que la radio. Et ça, c'est les données statistiques récoltées par la domotique qui peuvent nous aiguiller finalement dans ce qu'on propose, ce qui est un outil qu'on n'a pas aujourd'hui. Je sais pas, Julien, si tu veux rajouter quelque chose. Non, oui. Après, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous, sur le terrain, on voit que la domotique fonctionne, on voit que ça a un bénéfice, mais en effet, on n'est pas toujours derrière l'utilisateur. Et puis peut-être que des fois, le jour où on va passer, qu'on va voir, bah oui, le contacteur, on l'a utilisé, la tablette, etc. Avoir des données sur le long terme, savoir des habitudes qui changent, etc. Bah c'est intéressant parce que derrière, on va pouvoir faire évoluer aussi notre système domotique. On va pouvoir ajouter des fonctionnalités et surtout montrer tout à l'heure, on parlait des financements, par exemple, un financeur, un organisme qui va financer, qui va aider à un projet. Si demain, on lui redemande de financer 3 autres utilisateurs dans l'établissement, lui, il n'est pas tous les jours dans l'établissement, il ne voit pas le bienfait que ça va avoir ce système. Donc, arriver avec des données, entre guillemets, statistiques qui vont montrer que ça sert pour l'utilisateur, ça sert pour l'aidant, comment dire, c'est un bénéfice commun sur l'établissement, ça va faciliter les démarches de financement de nouveaux projets derrière. Ouais, et ça peut être aussi actuellement dans le médico-social, dans les projets d'accompagnement qui sont travaillés avec les personnes en situation de handicap, il existe encore beaucoup de ressentis de la part des professionnels. Moi, je pense que ça, c'est ça qu'il faut. Voilà, on a beaucoup de subjectifs dans les échanges. Là, les données, c'est pas subjectif. Les données, elles nous disent ce que la personne, elle fait. Et ça, je pense que ça peut vraiment être un tournant pour le secteur médico-social d'arriver à non plus utiliser des ressentis. C'est important les ressentis, mais il faut les mettre en relation avec des faits. Et là, c'est vraiment, la domotique va, je pense, permettre ça. Simplifier les outils. Ouais. Pardon, excusez-moi. Simplifier les outils, voilà, par exemple, moi, je ne suis pas du tout technicien à la base. L'interface JDOM, j'ai réussi à m'y mettre, etc. Il y a pas une fois qu'on est dedans, ça va. Maintenant, dans le secteur du handicap, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, qu'on a l'habitude. Donc, les outils domotiques méritent vraiment d'être simplifiés pour permettre une utilisation plus généralisée dans le secteur du handicap. Et ensuite, il faut qu'on arrive à démontrer la fiabilité parce que des fois, ça se joue en termes de sécurité. Voilà, quand la personne, elle dit « OK, Google, appelle l'infirmière » et qu'il y a une panne Internet ou c'est pas possible. Ce que disait Julien tout à l'heure. Donc, il y a vraiment besoin pour le secteur du handicap d'avoir plus confiance dans ces nouvelles technologies. Et ce qu'il faut faire, c'est développer un maximum l'interopérabilité avec, par exemple, des objets de la santé connectés. On prend un coussin connecté sur lequel on va s'asseoir qui va détecter des points de pression plus ou moins importants. Il faut que ce coussin connecté va renvoyer des informations sur une application. Mais s'il renvoie ces informations sur une box domotique, après, on en fait ce qu'on en veut de ces informations. Et là, on est vraiment sur une personnalisation de l'accompagnement. Pareil, si on prend le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, tout ça, si derrière c'est transmis à une box domotique, on a une multitude de possibilités qui font qu'on arrivera à personnaliser l'accompagnement grâce à ça. Voilà. Et puis, former et communiquer énormément autour de ces outils parce qu'ils sont vraiment méconnus dans le secteur du handicap. Donc là, c'est une personne qu'on accompagne qui est donc en fauteuil roulant électrique, qui utilise un smartphone avec une connexion Bluetooth entre le smartphone et le joystick du fauteuil.
qui en fait fait apparaître une souris donc à l'écran du smartphone, mais elle l'utilise aussi en tactile. Là, elle va être sur du tactile et elle a une application que Julien, tu pourras présenter, je pense. Ouais, c'est l'application Imperium qu'on utilise aujourd'hui, qui est assez flexible pour différentes situations. Alors, hop, et là, elle peut, du coup, cette personne ouvrir sa porte, appeler la nuit, l'équipe de nuit. Du coup, elle n'est plus réveillée systématiquement parce qu'il faut vérifier qu'elle n'a pas de point d'appui au niveau cutané quand elle dort. Et donc maintenant, grâce à des contacteurs que Julien vous a présenté tout à l'heure, elle va elle-même appuyer sur ce contacteur pour pouvoir appeler l'équipe de nuit sur le smartphone. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Hein. Elle a une quarantaine d'années, elle n'a jamais connu ça. Et donc là, elle a ce système en place depuis 3 ans. Bon, écoutez, on va pouvoir passer aux questions et réponses. On a plusieurs questions, si vous voulez y répondre. Alors, on a une question de Stéphane. Donc, est-ce que ce matériel peut bénéficier d'un taux de TVA réduit, comme la sécurité intrusion vidéosurveillance sur la facture du client final? Alors, au niveau des taux de TVA, alors sur tout ce qui est matériel dédié handicap qui sert à l'accessibilité, par exemple les contacteurs que je vous ai montrés, il y a des taux réduits de 5,5 sur certains équipements. Donc voilà. Après, pour la partie aménagement de l'habitat, ça rentre souvent dans le cadre de l'amélioration de l'habitat qui a un taux de TVA réduit à 10% si on est propriétaire depuis plus de 2 ou 3 ans, j'ai plus en tête exactement. Voilà. Il y a quelques possibilités de taux réduits. D'accord. Ensuite, nous avons une question de Guy. Alors, tous les ergothérapeutes n'ont pas l'expérience de l'apport de domotique. Comment trouver les ergothérapeutes? Existe-t-il une association, un regroupement de ces professionnels? Alors, l'association des ergothérapeutes s'appelle l'ANFE, Association nationale française des ergothérapeutes. Après, il y a selon les départements, il y a des centres ressources numériques liés au handicap. Il faut contacter son centre ressources et puis voir ce qui existe en termes de documents ou de formations possibles. Après, moi, je pourrais fournir une liste de contacts plus précis si vous voulez. Donc ensuite, nous avons une question de David qui nous demande, ayant déjà le contact de Julien Desmeilleurs, pourrais-je avoir également le contact de Julien Cancel? Donc ça, on pourra le transmettre donc à la fin de la vidéo, et éventuellement, tu peux transmettre dès maintenant ton adresse email si des personnes souhaitent te contacter. Oui, bien sûr, il faut juste que je vois comment je peux le faire. Bon, tu l'as Directement dit. par écrit ou de toute façon, on l'a vu, je crois, dans une slide, c'est ça? Ouais, j'ai mis au départ, effectivement. Alors, ensuite, nous avons une question de Stéphane. Y a-t-il besoin de certifications spécifiques en domotique, Blue Linea, SBA, AFNOR, pour proposer nos services d'installation en tant qu'artisan? Non, non, il n'y a pas de, à part les connaissances dans le domaine du handicap et de chercher la solution qui correspond aux besoins et pas d'imposer une solution, il n'y a pas, de normes particulières. Il y a quelques comment dire de normes qui apparaissent là avec par exemple la Fédération française de domotique, domoticien de confiance, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est toujours un plus, mais c'est pas obligatoire. On a une question également de Georges qui nous demande comment gérez-vous la maintenance et les pannes des matériels, remplacement, backup, restore, etc. On a la chance d'avoir quand même des systèmes qui sont de plus en plus fiables. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai des installations qui sont un peu sur toute la France, même sur la Belgique. Et je ne suis pas en permanence à droite à gauche en train de réparer, etc. Le fait que la solution domotique JDOM ait un accès à distance, ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Parce que souvent, les appels qu'on pourrait avoir pour du SAV, c'est souvent une prise qui a été débranchée, on nous appelle parce que la lumière s'allume plus, des choses comme ça. Donc il y a quand même peu de maintenance sur ces systèmes-là, et le fait que ça soit connecté entre guillemets nous permet d'accéder à distance très facilement pour faire évoluer la solution. On a une question. Oui. Si c'est en établissement, c'est mieux d'avoir un correspondant local
sur site, qui fait partie de l'établissement et qui va pouvoir regrouper les informations. Parce que ce qui est compliqué, c'est de savoir, parce qu'on fait beaucoup de choses pour savoir quand ça ne fonctionne pas et beaucoup de retours d'état, etc., qui sont super intéressants. Après, il y a juste l'humain. Et quand l'humain ne l'utilise pas, il faut le savoir, ou quand il y a besoin de faire une petite intervention physique, c'est un plus d'avoir un correspondant sur place. Ensuite, nous avons une question de Ludovic. Meilleur propose-t-il des formations sur le handicap? Oui, sur demande. Après, vous me contactez, je laisserai mes coordonnées aussi. Oui, après, on peut faire des formations. Moi, je fais déjà des formations dans les écoles d'ergo, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont envisageables. Oui. Alors ensuite, on a une question de Jean-Michel. Donc, quelle est la différence entre JDOM et Fibaro? Alors, il y a certains points communs dans les deux systèmes. Par contre, JDOM va être vraiment multi-protocole. Donc, on va pouvoir utiliser du SUMFI RTS. On va pouvoir également exploiter du IO dans certains cas. On va pouvoir exploiter d'autres technologies comme le Zigbee, comme l'Enocean, comme le Bluetooth. Donc, en fait, déjà en termes de multi-protocole, avec JDOM, on va pouvoir vraiment s'implémenter dans n'importe quel environnement. Si la personne dispose déjà de dispositifs domotiques ou pas, on va pouvoir avoir plus de flexibilité avec JDOM. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Julien? Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter? Pourquoi tu utilises particulièrement JDOM? Alors, moi, j'ai choisi. Alors, déjà, l'avantage, c'est qu'on a un interlocuteur en France. Donc, le monde du handicap, vous pouvez avoir le même nom de pathologie, ça ne sera jamais la même situation sur le terrain. Donc, il nous faut un couteau suisse, il nous faut quelque chose qui est ultra flexible. Dans les différents besoins que Julien a évoqués de son association, on est amené de développer des nouveaux plugins. Par exemple, pour la gestion du SAV, pour la gestion des alertes en temps réel, des choses comme ça. Aujourd'hui, JDOM est un des seuls systèmes, en tout cas le seul système en France qui permet de faire tout ça. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Avoir un interlocuteur en France, c'est une solution la plus flexible possible. Alors ensuite, on a plusieurs questions. Alors une question de Jean-Luc. Il me semble que l'on oublie les problèmes de sécurité et surtout de fiabilité avec une trop forte dépendance réseau, problème de synchro avec assistants vocaux, temps de réponse. Pas de dépendance cloud, mais avec les assistants vocaux, on se heurte à des problèmes de sécurité et surtout de remontée d'état. Snips n'étant plus une solution miracle depuis son rachat, qu'en pensez-vous? Oui, c'est sûr. C'est pour ça que, alors, par rapport à tout ce qui est aspect connexion, etc., c'est pour ça que je dis toujours, si on met en place un assistant vocal cloud, systématiquement, on doit avoir un autre moyen d'accès à la domotique pour pas être dépendant en cas de problème. Après, l'aspect sécurité, faut peser le pour et le contre. Qu'est-ce que va m'apporter cet assistant-là? Quelles sont les contraintes, etc. Est-ce que ça m'apporte suffisamment de choses pour accepter les contraintes de données qui partent chez des fournisseurs qu'on ne maîtrise pas forcément toujours? On a tous notre smartphone, on accepte en général OK sur les conditions générales de vente. Voilà. Est-ce que c'est une démarche personnelle de sécurité et d'hygiène numérique, on va dire. Donc, faut peser le pour et le contre. Ouais, effectivement, quand je reprends l'exemple de Max, que j'avais réalisé une interview avec lui qui utilise les assistants vocaux au quotidien, c'est vrai que lui, il indiquait qu'en fait, il n'a pas de données sensibles à cacher, en quelque sorte. Donc, pour lui, peu importe où partent ces données. Dans son cas personnel, il estimait que les assistants vocaux lui apportaient suffisamment de choses positives dans son quotidien que de se poser que la contrainte de se dire que ces données vont peut-être partir sur Internet. Donc, pour lui, ce n'était pas un problème en tout cas. Donc, j'imagine que pour certains utilisateurs, ce n'est pas une contrainte non plus. Au contraire, ça leur facilite plus la vie au quotidien. Donc ensuite, nous avons une question de Guy. Faut-il toujours avoir l'autorisation de la personne ou des aidants dans le cas des personnes en GIR? Alors, Julien, tu veux répondre? Je ne comprends pas bien la question. Alors, est-ce que Guy, tu peux nous reposer la question? L'autorisation de la personne pour utiliser les données, peut-être? Faut-il toujours avoir l'autorisation de la personne ou des aidants dans le cadre des personnes en GIR? Alors, on va peut-être passer à la suite. Si tu es parmi nous, Guy, tu peux nous reposer la question. Donc, une autre question de Guy, justement. Peut-on interrompre une émission TV pour afficher un message d'alerte? Exemple, quelqu'un sonne à la porte. Avec quel équipement et quel plugin JDOM?
Oui, on peut le faire. Après, tout dépend de ce qu'on a entre guillemets à la maison. Si on a une enceinte connectée qui peut vocaliser les choses, on peut le faire, sans couper même l'émission de télé. Après, si on a le moyen de piloter les choses sur la télé, on peut mettre la télé en muet quelques secondes le temps que le message soit bien diffusé. Certaines télés connectées permettent d'afficher des notifications. Donc là, c'est directement sur l'écran. Donc ça va vraiment tout est possible presque, on va dire, entre guillemets. Tout dépend du matériel qu'on va utiliser. Voilà. On a une question de Sylvain. Est-ce que les tableaux de contrôle présentés sur les supports numériques ont été développés sous JDOM? Alors, je ne sais pas si vous mentionnez la slide sur la présentation de la solution JDOM. Si c'est le cas, oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur cette question. Si c'est sur cette slide-là, oui, c'est du JDOM. Et après, sur les slides que j'ai présentés, on voit les anciens systèmes et les nouveaux. Alors, c'est pas JDOM, il y a une interface avec Imperium. Oui. Et puis, l'autre interface, c'est sur les grosses tablettes type ordinateur. On est sur des logiciels de communication, par exemple MineExpress. Donc, c'est des logiciels qui, à la base, sont faits pour aider les gens à communiquer quand ils ont perdu les capacités de communication orale. Et dedans, l'idée, c'est de mutualiser cet outil-là pour intégrer tout le pilotage de la domotique. Voilà. D'accord. Alors, une question de Laurent. Pas bien compris l'outil qui me manque entre le milieu médico-social ou un ergothérapeute et les techniques relatives à la domotique. Alors, je ne sais pas si c'est une réflexion plus qu'une question. Je pense que oui, c'est par rapport à ce que j'ai complété. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, les ergots, ils ont beaucoup d'outils qui permettent d'évaluer les besoins d'une personne pour pouvoir réaliser telle activité, telle tâche voilà, qui lui est importante. Je ne sais pas, faire sa toilette, aller faire ses courses, travailler, etc. Il y a beaucoup d'outils là-dessus, mais il n'y a pas d'outils qui nous permettent d'avoir une réflexion sur voilà ce qui est important pour lui et voilà ce qui, en termes d'outils numériques, pourrait convenir. Et c'est un outil qui demanderait énormément de temps à être actualisé vu la vitesse à laquelle les innovations techniques arrivent. Mais ce serait vraiment intéressant de pouvoir se dire, voilà, on sait les besoins de la personne. Maintenant, est-ce qu'il y a des outils numériques en face qui permettraient d'y répondre? Et c'est simplement avoir un outil qui articule les deux, en fait. On a une question de David. Quelle est actuellement la part de pénétration de JDOM dans ce secteur actuellement? Alors, c'est difficile à estimer. Julien, toi, en tout cas, tu accompagnes souvent des projets autour de JDOM. Après, au niveau national, Alors, par exemple, c'est difficile. Il n'y a pas énormément de solutions basées sur JDOM, peut-être? on n'est pas beaucoup à utiliser JDOM dans le secteur du handicap. Je suis presque un des seuls. Mais parce que je pense ça demande aussi une implication et une maîtrise complète de l'outil. Mais c'est aujourd'hui, en tout cas, pour Mayordom, c'est la solution qui permet de faire tout ça. Après, sur le 99% des installations que je réalise sont faites à base de JDOM. Moi, je peux parler pour ma partie à moi. Je connais pas mes concurrents exactement ce qu'ils utilisent forcément. Enfin, plutôt sur des anciens systèmes encore type téléthèse, etc. On retrouve quand même encore beaucoup, voire trop, ces systèmes-là qui sont très coûteux et très bridés, malheureusement. Mais c'est une méconnaissance du milieu du handicap sur les nouvelles technologies parce que ça apporte réellement énormément. Alors, une question de Guy. Existe-t-il une solution pour le traitement des données, moteur d'inférence, intelligence artificielle? Voilà. Aujourd'hui, sauf si je me trompe, Bruno, non, pas des masses, en tout cas pas sur JDOM. Côté Mayordom, suite aux réflexions qu'on a avec les différents interlocuteurs, dont Julien Opep, etc., c'est des choses qui sont en train d'être réalisées. Donc d'ici quelques mois, il y aura des choses, des outils d'analyse un peu plus statistiques, automatiques sur la solution. On va répondre à une dernière question et puis ensuite, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser directement après le webinaire. On aura les différents emails de contact. Une question de David, JDOM Pro ou Smart? Julien, toi, tu peux utiliser soit l'un, soit l'autre. Ça va dépendre du projet. Voilà, c'est ça. En fait, techniquement parlant, ceux qui ont assisté au webinaire de JDOM, etc., c'est très similaire. En fait, ça va être surtout au niveau des services qui vont être différents. Une JDOM Pro et une JDOM Smart peuvent très bien aller sur un même cas. C'est après tous les services, l'accès aux plugins.
certaines choses que permettent les services Pack Pro. Donc, c'est à dimensionner en fonction du besoin. En établissement, c'est quasiment toujours des JDOM Pro parce qu'on a besoin de la qualité de service derrière avec le SAV JDOM s'il y a besoin, pouvoir poser ses questions rapidement sur des cas, sur des besoins, etc. Qu'on aura peut-être moins à domicile parce qu'à domicile, l'installation elle est un petit peu plus figée qu'en établissement. Mais les deux peuvent très bien aller sur les projets handicap. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup à tous les spectateurs pour les questions également. On va pouvoir rediffuser avec accord de votre part, Julien Desmeilleurs, Julien Cancel, la vidéo sur les plateformes, donc sur YouTube, je pense. On pourra la repartager. Ouais. Donc voilà, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser par la suite. On pourra y répondre. Donc on pourra mettre en lien les adresses email de tous les participants. Voilà, si vous avez un dernier mot à dire. Eh bien, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin et si vous voulez rentrer dans ce milieu. C'est très intéressant et il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.